Isaac Barchicha, il a effectivement aujourd'hui un discours qui est un discours de on va tout renégocier, en gros, tout est à renégocier, mais nous, on va tirer dans le sens de nos intérêts, à nous, Américains. C'est une manière quand même de nous déclarer la guerre à nous, Européens? Pas du tout. Pourquoi ne pas défendre son propre pays, ses propres intérêts? Tout pays est censé fonctionner comme celle-ci. Quand on fait un accord, quand on fait une convention fiscale entre la France et les États-Unis, je suis expert comptable franco-américain, c'est que les deux parties se sont mis d'accord, chacun y trouve son compte. Oui. Et donc, à nous, Européens, puisqu'on parlait de la politique au niveau international, et les autres pays, de trouver des accords. Il a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle The Art of the Deal, c'est-à-dire qu'il négocie, c'est un négociateur, c'est un businessman. Les Américains le savent et attendent de ça de lui. Au point de remettre en cause le consensus, au point de remettre en cause le consensus de l'après-guerre sur lequel on a quand même bâti 70 années de prospérité. On voit bien qu'il n'y a plus de consensus, il y a la guerre en Europe. Et que personne n'est incapable de faire quoi que ce soit. Macron, Olaf Scholz, tous ces gens-là sont incapables. Regardez, Trump, excusez-moi, même si mon collègue qui s'assoit ou ce soir à ma droite, mais qui n'est pas de droite, n'est pas d'accord avec moi, c'est que Trump n'était pas encore arrivé au pouvoir, qu'il a quand même obtenu des choses. Alors, c'est-à-dire, il a eu quand même certains otages, 3 otages hier qui sont sortis. Alors, on nous dira, oui. Ah bah c'est Biden. Eh bien, Biden, il a fait quoi pendant 1 an et demi? Eh bien, il a attendu bizarrement. Non, je rigole pas du tout. Biden, pendant 1 an et demi, il a tenté, mais comme il n'avait pas un leadership assez fort, qu'il n'avait pas de quoi tordre un Benjamin Netanyahou et les Qataris et autres Égyptiens pour arriver à un deal. Bien évidemment, et ça a été souligné, que les équipes de Biden ont très bien travaillé avec les équipes de Trump, mais la locomotive, c'était Trump. Et aujourd'hui, avant même qu'il ait au pouvoir, et maintenant il l'est, mais il était prêt à incarner ce leadership. Pas que les États-Unis. Pardonnez-moi, mais ça veut dire que si le cessez-le-feu ne tient pas, ce sera la faute de Trump? Mais Trump, vous verrez. Il prend la paternité de tout le processus. Mais il l'a dit, on parle de solutions, on peut en parler d'autres, il l'a dit, effectivement, s'il y a quoi que ce soit, il y aura une tornade qui se déversera sur le Hamas. Mais ça, c'est un sujet. Aujourd'hui, il y a plein de gouvernements européens qui ont choisi de tendre la main à Trump. La France, on ne sait pas trop où elle se positionne. On a un Bayrou ce matin, quand il fait ses vœux, il a peur. Il dit aux autres, venez, on s'allie pour essayer de... Mais attendez, Trump, il est là pour défendre ses intérêts de l'Amérique, à nous, autres pays, de trouver des solutions pour parler avec un leader qui enfin incarne le leadership que l'Amérique mérite. Et qui ne nous défendra pas au titre de l'article 5 de l'OTAN si, d'aventure, la Russie s'en prenait à l'une des puissances européennes. Et pour l'instant, l'OTAN n'existe plus. Dans la réalité des faits... Non, mais dans la réalité des faits, aujourd'hui, il y a une guerre, il y a des millions de morts des deux partis russes et ukrainiens. Qu'est-ce qui se passe depuis presque 3 ans ou 4 ans? Pas grand-chose. Oui. Pas grand-chose. On a un Biden qui aurait dû faire le job et qu'il n'a pas réussi à faire le job. Biden, il faudra aussi rappeler les choses. Il est sorti au mois de juillet 2024 de la course électorale. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit de sortir, qu'on pensait que Kamala allait réussir parce qu'il n'y arrivait pas. D'ailleurs, Kamala lui en veut. On a vu que Kamala ne lui parle plus pratiquement. C'est un glaçon avec M. Biden. Donc, ce monsieur, il a fait ce qu'il a pu. Mais aujourd'hui, on a à 78 ans un leader fort qui a, pour moi, toutes les capacités d'incarner ce leadership à l'américaine. On a entendu USA aujourd'hui. On dirait qu'on était dans un stade aux Jeux Olympiques où l'Amérique renaît, l'Amérique vit de ce rêve américain. Et on espère que ça va être le cas dans les 4 prochaines années. Fred Hoffman vous répond. Ça fait beaucoup de choses. J'ai noté 2-3 choses. Déjà, je reviens sur Israël parce que ça, je suis désolé. Qu'est-ce que vous pensez que Anthony Blinken et Biden et tout le monde a fait pendant des mois depuis 12 allers-retours. Attendez, c'est pas une question de nombre de voyages. Il a envoyé son émissaire une fois. Je vous donne les faits. Il a envoyé son émissaire Trump une fois alors qu'il n'était pas encore présent. Un deal. On a un truc qui s'appelle Internet et on peut faire les visios, tout ça. Vous êtes obligé de se déplacer. On sort des otages avec une visio. Laissez-moi parler, M. Hoffman. Non, mais soyons réalistes, M. Hoffman. Laissez-moi parler. Fred Hoffman, vous terminez. Allez-y. Plein de mensonges aussi. Alors, même hier, à la tête... Ah bah oui, excusez-moi. Allez-y, Fred Hoffman, on vous écoute. Hier, j'ai vu le ministère... Déjà, je vais juste dire une chose. En tant que porte-parole démocrate abroad, normalement, on ne parle pas des affaires étrangères. C'est quelque chose pour nous, on est censé pas faire. Mais je vais dire... La pratique veut qu'un homme... Je préfère dire ça parce que ce soir, je vais dire quelque chose. Alors, c'est les règles que vous appliquez. En général, c'est un dirigeant politique qui, à l'extérieur de son pays, ne parle pas des affaires qui concernent son pays.
vous n'êtes pas dirigeant politique, vous représentez un parti ici, même raison pour laquelle nous vous interrogeons sur ces affaires. Pour les démocrates. Tout à fait. Mais vous n'exercez pas de responsabilité. Voilà, je ne travaille pas pour les démocrates, je suis bénévole, etc. OK. Le ministère des Affaires étrangères d'Israël hier a dit carrément, parce que j'ai vu de sa bouche, Trump was helpful. Il a aidé. Oui. Il a aidé. Il a été utile. On a évolué déjà dans le discours. Oui, attendez, je peux terminer. Les efforts. Il a dit tous les rapports à ce sujet, autres que ça, sont pas exacts. Alors ça, c'est déjà une chose. Je dis pas que Trump n'a pas aidé. Tout le monde, il n'était pas utile. Tout le monde dit ça, mais c'est pas grâce à lui que hier, excusez-moi, mais hier, Biden était encore président. Alors je vais juste dire 2-3 autres choses. Au-delà du rôle effectif, parce que finalement, savoir qui a fait quoi, on voit bien que l'intention des deux dirigeants a été effectivement d'obtenir un cessez-le-feu. La question, c'est que va-t-il se passer demain et que souhaite faire Donald Trump? Il faut voir la suite. Et que surtout, quand ils travaillent ensemble, ils réussissent. Il y avait une autre chose que j'ai trouvé intéressant. Je vais juste raison pour laquelle Donald Trump n'a pas assisté à l'investiture de Joe Biden en 2020. On va pas refaire le débat de 2020. Parce que ça fait un moment que vous parlez et j'ai noté 2-3 choses. Je veux juste revenir sur une chose parce que j'ai regardé, mais en même temps, j'ai pris des notes et tout. J'ai pas vu Bernard Arnault. Mais je sais aussi qui était invité. Le président d'LVMH. C'était Eric Zemmour, il y avait Madame Meloni de l'Italie, il y avait le président d'Argentine. C'est le même type de mec que Donald Trump. Vous voyez ce que je veux dire? L'Argentin a des Vous ne me laissez pas parler, monsieur. Mais il faut aussi dire la vérité. Mais ça, c'est la vérité. Monsieur l'Argentin, le président d'Argentine. Non, mais pardonnez-moi. Ce que veut dire Fred Hoffman, je pense, c'est cet international réactionnaire dont parlait Emmanuel Macron. Qui a été le premier dirigeant au monde à écrire à Trump? Macron. Le premier, j'étais sur RTL, le premier qui a écrit un tweet, avant même qu'il dépasse le seuil des 260, c'est Macron. Mais il n'était pas invité. Il n'a pas été invité. Voilà. Est-ce que Macron, il a fait un effort pour revenir vers M. Trump? Si vous parlez en même temps, on vous entend pas. Fred Hoffman, vous terminez. Normalement, les dignitaires comme ça ne sont pas invités aux investitures de président. Il y avait une autre chose, pour revenir sur... je ne m'appelle plus quand, mais c'était avec l'immigration. Alors, quand vous entendez Donald Trump, il parle d'invasion, une invasion. Excusez-moi, mais une invasion comme ça, pour moi, c'est quand on voit Poutine et Ukraine. Alors, oui, il y a un problème. Il a aussi parlé des étrangers. Mais il y a un problème à la frontière. On le sait, tout le monde. Il a parlé du sang des Américains qui était rendu impur par la présence d'étrangers. I'm going to send the troops. Le militaire, il va envoyer le militaire là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Tuer tous les immigrés qui essaient de passer la frontière? Ça, c'est vrai que c'est une vraie question. Isaac Barchicha, que peut faire par un décret présidentiel Donald Trump que n'ont pas réussi à faire Joe Biden et Kamala Harris pendant 4 ans avec ces 7 millions de clandestins qui ont franchi la frontière? Mexique n'a pas payé pour le mur, qui maintenant le mur déjà. J'ai appris à me taire quelques minutes pour vous. Ça a été dur, hein. Ça a été dur. J'apprends tous les jours. Donc, je vais essayer de tenter de faire la même chose si vous me permettez. D'abord, il faut comprendre que les États-Unis, depuis un an et demi, surtout depuis le 7 octobre, ont connu sur leur propre sol des comportements agressifs qu'ils n'ont pratiquement jamais connus. On a vu des populations, de l'agressivité, des drapeaux américains brûlés qui ont choqué l'opinion publique américaine. Ça, ce n'est pas arrivé par hasard. On a vu ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans. À l'occasion du 7 octobre et des suites. Oui, bien évidemment. La Nouvelle-Orléans... Il y a aussi eu des récits totalement fallacieux sur des chiens et chats mangés par des migrants. C'est des détails qui peuvent arriver. Des détails. Excusez-moi, mais je parle moi, des choses élémentaires. Il y a eu la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans nous a dit, monsieur, c'était ISIS et ingérence extérieure. Donc aujourd'hui, on voit un Donald Trump qui pointe pas les immigrants violents, criminels, dans un premier illégaux. Dans un premier temps, il a dit qu'il ferait la chasse à tous les clandestins. Excusez-moi, dans tous les pays et en Europe, on devrait le faire, on devrait le savoir, parce qu'on est nous-mêmes touchés dans notre propre chair ici. Si on contrôlait peut-être un peu mieux nos frontières, pas en nous parlant à chaque fois Rassemblement national, extrémisme de droite ou de gauche, eh ben peut-être on serait mieux. Jean-Christophe Gallien, on le sait, l'opinion publique, ici même en France, est sensible effectivement à la volonté de lutter contre l'immigration clandestine, quitte même à aller expulser des immigrants en situation irrégulière présents sur le sol français. Ce sentiment, il est mesuré sondage après sondage, aussi bien dans l'opinion publique de droite que dans l'électorat de gauche. Est-ce que ces propos de Donald Trump vont être condamnés moralement ou au contraire trouver une résonance jusqu'à ce côté-ci de l'Atlantique et peut-être donc avoir une incidence électorale sur nos échéances à nous? Je pense qu'il n'y a pas besoin de Donald Trump pour qu'il y ait un souffle sur ces 3 questions qui sont aussi le moteur de Donald Trump. Alors, le corollaire de ma question, c'est de l'efficacité de Donald Trump dépendra la suite aussi. Non, mais attendez, alors ça, c'est un deuxième point. Ce qui m'a beaucoup moins impressionné, c'est-à-dire que la promesse est à un niveau tellement élevé, c'est-à-dire que
là où j'ai trouvé que c'était au-delà de la campagne, si vous voulez, parce que pour avoir suivi la campagne de manière très précise, et pas simplement dans les meetings de Donald Trump, sur ce qui était effectivement le travail d'une campagne en général, sur tous les points de contact qui sont très nombreux dans les campagnes américaines, extrêmement développés, extrêmement agissants. Il y avait cette fois-ci quelque chose qui va très au-delà dans l'intention. Les 4 années les plus importantes de l'histoire des États-Unis. C'est-à-dire que c'est pas, pour moi, là, pour le coup, on est au-delà de l'ambition qu'il a décrit comme étant le moteur du pays, ce qui est vrai quand on connaît les États-Unis. Avec ensuite un certain nombre de points de valeur, bien sûr. Mais là, c'est au-delà. Et je pense que c'est une des premières difficultés dans lesquelles il se met. C'est-à-dire l'arrogance qui est aujourd'hui celle pourtant de quelqu'un que j'ai vu arriver comme étant très calme, très serein, extrêmement ému. On sentait quelque chose d'assez fort. Et ce discours qui était évidemment écrit, qui n'est pas quelque chose qu'il a prononcé comme ça, est allé au-delà. Vous pensez qu'il ne correspondait pas forcément à son humeur du moment parce à lui? que j'ai même trouvé que dans ses répétitions en forme de boucle, je le redis, où cet âge d'or, qui dépasse même l'âge d'or, si vous voulez, en permanence dans l'âge d'or, si vous voulez, derrière, devenait quelque chose qui décrivait même une petite difficulté. On va voir, effectivement, ce que cette promesse qui va être évidemment vite auscultée. Dans 2 ans, il y a des élections de mi-mandat. C'est quelque chose dans lequel il se met une seringue, de mon point de vue, dans laquelle il se met. Parce qu'elle est multiple. Non. Elle est migratoire, elle est économique. Vous vous rendez compte, s'attaquer à l'inflation. Quand on est aux États-Unis et qu'en plus on va faire des mesures de contrôle douanier avec des tarifs, c'est pas certain que, si vous voulez, qu'on puisse réussir sur l'inflation. Notamment en réduisant la main-d'œuvre. Parce qu'en expulsant des migrants clandestins, vous réduisez le réservoir de main-d'œuvre. La tension sur l'inflation aux États-Unis, elle est beaucoup. Avec un chômage à 3%. Bien sûr qu'elle est sur les produits de première nécessité alimentaire, par exemple, et les loyers, c'est très vrai, mais elle est aussi sur les salaires, c'est très important. Donc, voilà. Donc, sur cet aspect-là, c'était... Alors, c'est encore une fois pas une critique, c'est l'idée que je trouve qu'il se met dans une seringue terrible, malgré l'aéropage qui est autour de lui. Et surtout, peut-être du fait qu'il y a autour de lui des gens qui pressent, parce que c'est très business. Quand je disais tout à l'heure qu'il y avait Arnaud qui était derrière... Derrière Bill Clinton, on est quand même dans un univers qui n'est pas politique, qui n'est plus géopolitique, qui est quand même celui des affaires. On parle de gens qui font du business et pas de la politique. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur ce que vous dites sur les grands thèmes. Les grands thèmes de la campagne de Donald Trump, ils sont les grands thèmes des campagnes partout en Europe occidentale ou dans le monde qui nous correspond. C'est-à-dire le monde qui nous correspond, c'est l'Europe, même s'il est 27, plus les États-Unis. Le reste du monde ne nous correspond pas tout à fait aujourd'hui. Les 3 grands thèmes, c'est pouvoir d'achat, inflation, ainsi de suite, immigration et sécurité. Il a martelé aujourd'hui ces 3 enjeux sur lesquels lui rajoute ensuite quelque chose qui est propre aux États-Unis, c'est-à-dire effectivement, attention, notre équilibre de société est lié à un système de valeurs. Ce système de valeurs qui va attaquer notamment sur l'ensemble du wokisme, de gender, les choses comme ça, qui sont propres aux États-Unis. Et là, c'est ça. Mais le reste est très proche. Donc oui, dans sa seringue, il embarque aussi, quelque part, les pays européens, parce que, oui, c'est une pression. C'est une obligation de résultat. Comme nous, on l'a fait sur d'autres zones géographiques, il faut le dire aussi. Fred Hoffman, vous pensez qu'il a fixé la barre trop haut? Alors, 2 choses, en fait. Est-ce que le succès qu'a obtenu Donald Trump sur cette thématique-là, parce qu'il faut se souvenir, 2016, 2015, même lorsqu'il descend l'escalator de la Trump Tower pour annoncer sa candidature, ses premiers propos portent sur quoi? Sur l'immigration en provenance du Mexique. Et aujourd'hui, on le voit, c'est encore le thème phare de son discours. Est-ce que vous ne vous dites pas, nous démocrates, on est peut-être quand même passé à côté d'une réalité depuis maintenant 8 ans aux États-Unis, et est-ce que vous vous dites, c'est ambitieux, ou au contraire, il a placé la barre trop haut, c'est déraisonnable, il n'y arrivera pas? Je pense, honnêtement, on peut voir les erreurs qui étaient faites. On ne peut pas dire qu'on était parfait avec tout. Ça, de revenir en arrière, oui, évidemment, il y avait des erreurs. Mais une autre chose, l'immigration illégale a beaucoup baissé dans le dernier temps. OK, il y a encore des problèmes. Je dis ça toujours et je ne vais jamais dire c'est parfait. Mais la façon que Trump décrit qu'est-ce qui se passe, qu'il y a des pays qui envoient des criminels et tout ça, mais ce sont des mensonges. Bien sûr, il y a des criminels qui arrivent, mais c'est pas comme Venezuela et je sais pas combien. Hier, il a cité le Congo, mais ça vient d'où ça? Ah oui, vous connaissez le Congo? Ah oui, bad people. Non, mais c'est pour moi quelqu'un intelligent, même si démocrate ou républicain. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui juste prend des mots comme ça, des idées comme ça. Et en fait, juste une chose, excusez-moi, Donald Trump n'était pas politique, mais il n'était pas si éduqué, je veux dire. Il ne connaît pas l'histoire des US. Il n'a que l'entourage autour de lui qui met des idées. Depuis combien d'années maintenant, avec le projet 2025 que maintenant ils sont en train de mettre en place. C'est pas lui qui sait. Un jour, c'est quelqu'un qui dit... Les responsables de la police des frontières ont appelé à voter pour lui. Il y a quand même dans l'imaginaire collectif américain l'image de Ciudad Juarez, qui est une ville mexicaine à la frontière, qui est une plaque tournante du trafic de drogue. Quel pourcentage des Américains ont voté pour lui? Des Américains. Quel pourcentage des Américains qui ont voté pour lui? 1 sur 2, pratiquement. Non.
Non, parce qu'il y avait 90 millions qui n'ont même pas voté. Oui, des gens disent ça. Oui, élection après. C'est pour ça que 60% de participation aux États-Unis, c'est un taux de participation élevé. Oui, mais c'est pas comme tout le monde dit que les Américains voulaient Donald Trump. Il y avait 33 ou 31,2% qui voulaient Donald Trump. Isaac Barchicha vous répond et puis on repartira à Washington. Voilà. Alors, je voudrais quand même, si vous me permettez, calmement, remettre les choses dans l'ordre. Je trouve dommage de voir une gauche dans toute sa splendeur, ce que nous on appelle le wokisme, ne pas avoir un peu d'humilité et dire attendez, la promesse que Biden a faite. J'ai pas besoin, franchement. Non, mais dites-vous, j'ai dit le wokisme en général. C'est pas le wokisme, c'est mes valeurs, monsieur. Alors, vos valeurs, je ne les connais pas, je vous respecte. Voilà. Mais moi, ce que je dis, c'est que. De façon de me parler, ce que je dis, c'est que la gauche, Biden, a promis l'Inflation Act qui a été en 2022, un décret pour combattre l'inflation. Aujourd'hui, il s'est rien passé. Malheureusement, l'inflation est galopante aux États-Unis. C'est pas ce que montrent les chiffres. C'est pas ce que montrent les chiffres. L'inflation est tombée sous les 3%. C'est pas ce que montrent les chiffres. C'est pas ce que montrent les chiffres, Isaac Barchicha. Les chiffres, on peut les tordre comme on le veut. Et n'est-ce pas? Est-ce que je vous ai parlé de chiffres? Non, mais les prix restent élevés, mais ils augmentent beaucoup plus lentement. Aujourd'hui, le coût de l'immobilier, le coût de la vie, et ça, tout le monde le sait et le ressent, a beaucoup... Ils sont élevés, mais ils augmentent moins vite. Est-ce que le reste, les salaires et autres, ont relevé. Donc le coût de la vie d'un Américain moyen, il ne s'en sort plus. Quel est aujourd'hui le bilan de Biden? Moi, je voudrais qu'on me dise 5 choses que Biden a été capable de faire. Économique. Il a relancé l'économie après le confinement. D'abord, Trump a déjà démarré énormément de choses en 2020 qu'il n'a pas pu finir. Biden est arrivé, l'économie américaine, vous savez qu'elle refonctionne beaucoup plus vite que les autres économies, notamment européennes. Donc l'économie américaine n'a pas forcément besoin de grandes actions, de grandes mesures pour redémarrer, et ça fonctionne correctement. Aujourd'hui, on a un Biden qui, sur la scène internationale, on l'a vu, leadership à côté de ses pompes. On parle de criminels, il a quand même gracié son fils Hunter. Et encore hier ou ce matin, encore 5 personnes à titre préventif. À titre préventif. Parce qu'il craignait que Donald Trump n'instrumentalise la justice. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice, mais laissez la justice faire. C'est que la justice pour Trump, ou le criminel. Le criminel. Mais laissez la justice faire son job. C'est tout. Voilà. Et donc, mais c'est pas grave, on ne pourra pas s'entendre, on ne pourra pas partir en vacances ensemble. C'est pas grave, c'est pas l'objectif de ce soir. Mais ce qu'il faut aujourd'hui dire, c'est qu'on a vu un Trump, je pense, rassembleur. Il parle, il est fidèle à ses valeurs, il parle comme il le fait d'ordinaire, c'est-à-dire un monsieur... Les gens diront c'est du populisme, moi j'appelle ça de la normalité. C'est-à-dire qu'il parle un langage que les gens comprennent et que les gens aiment. Aujourd'hui, on a retrouvé quand même Google, Amazon, Facebook, TikTok, tous ces gens-là, tous ces gens-là étaient de gauge pratiquement. Même Elon Musk avait voté Biden. Bizarrement, ils se sont réveillés la nuit, éclair d'illumination, et hop, money, pourquoi il veut enrichir les Américains, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Il veut mettre des tarifs des douanes pour enrichir les Américains, rééquilibrer les forces commerciales. Merci, vous nous avez offert un bel exemple, effectivement, de fracture américaine, mais c'est peut-être ça aussi l'état du pays. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas, Isaac Barchicha, Fred Hoffman et Jean-Christophe Gallien, pour nous avoir livré aussi votre regard sur cette investiture aux